Nathalie Reims, bonjour. Bonjour. Un grand merci d'avoir accepté l'invitation de la Fringale culturelle. C'est moi qui vous remercie. Pour la énième fois, parce qu'on s'est vu pour de nombreux bouquins et on vous suit. On vous suit parce qu'on aime votre écriture. Votre roman s'appelle Place Colette. Il est disponible aux éditions Léo Cher, en librairie actuellement, en pleine rentrée littéraire. Est-ce que ça vous effraie d'être un livre parmi justement les 589 romans ? C'est toujours effrayant. Mais c'est le 17e. C'est pas ma 17e rentrée en septembre, mais ça doit facilement être la 12e. Donc on s'aguerrit et quand la date de sortie d'un roman approche, en l'occurrence là c'était le 19 août, on est saisi un peu par le trac et par le vertige forcément. Surtout que ce qui est assez violent, vraiment violent pour les écrivains, parce qu'au reste de ce qui se passe dans le monde, c'est de la roupie de Sansonnet, mais on va dire que voilà, quand on écrit, c'est pour être lu et pour être désiré, remarqué. Il faut être là tout de suite. Le problème, c'est que si on n'est pas tout de suite là, et qu'on est déjà un peu installé dans... C'est pas comme un premier ou un deuxième roman. On a peur d'être englouti au propre comme au figuré par, en effet, la masse de livres l'avalanche de livres qui dégringole entre le 15 août et le 15 septembre. En l'occurrence, Place Colette a l'air de bien s'en sortir. Voilà. C'est ça, aujourd'hui on tourne le 9 septembre, l'interview sera diffusée un petit peu plus tard, mais effectivement, Place Colette sort déjà du lot. Alors ce roman, vous revenez sur une partie de votre vie, l'adolescence. Alors pour moi il y a deux choses, le premier amour et la passion du théâtre. C'est le roman d'une double initiation. La première passion amoureuse de la narratrice, et ensuite, à travers cette passion amoureuse, la découverte de la passion qu'elle va avoir pour le théâtre, puisque cette première passion amoureuse dont on va parler dans un instant est celle qu'elle développe pour un acteur qui est beaucoup plus âgé qu'elle, puisqu'elle le rencontre à 12 ans et demi, et lui a une quarantaine d'années. Alors, pourquoi on dit roman et pourquoi j'y tiens beaucoup ? Parce qu'en fait, dans ma façon d'écrire, depuis l'un pour l'autre, j'ai vraiment deux chemins. Ils ont l'air d'être séparés, mais en fait, ils sont assez voisins. Il y a ce qu'on pourrait appeler la fiction pure, comme L'ombre des autres, Le chemin des sortilèges, Le cercle de Megiddo, où au fond, moi, je sais pertinemment où je me situe dans les personnages, mais on va dire que les pistes sont là complètement brouillées, puisqu'on se trouve dans d'autres siècles, dans d'autres lieux, et c'est de l'imagination pure. Et puis il y a la deuxième strophe de l'écriture, qui est une écriture que j'appelle les romans vrais, et qui peut... Place Colette, en fait, est la période avant Laisser les cendres s'envoler, qui est sortie il y a 3 ans, qui était juste au sortir de l'adolescence de la narratrice, l'histoire de la mère de la narratrice qui s'en va avec un homme et qui abandonne sa fille. Donc là, on se trouve en effet, l'héroïne est plus jeune. Elle a 12 ans et demi quand on la retrouve. Elle sort d'une maladie très invalidante qu'il a laissée pendant 3 ans dans une coquille de plâtre à la suite d'une erreur de diagnostic, puisqu'on est à la fin des années 60 et qu'il n'y a ni scanner ni IRM, et qu'à l'époque il y avait ce qu'on appelait la tomographie, et qu'en fait les médecins passaient totalement à côté d'une tumeur, et cette maladie avait été diagnostiquée comme une spondylarthrite ankylosante, ce qui n'était pas du tout ça. Et donc pendant 3 ans, elle va subir ce corset de plâtre, et ça c'est le tout début du roman, qui n'était pas question de faire un roman sur la souffrance, la maladie. C'est vraiment pour installer, on va dire, le fond du tableau quand le roman commence. Elle se lève de cette maladie, elle a pris beaucoup de médicaments, elle est mal dans son corps, elle est très mal dans sa tête évidemment, elle se trouve laide, elle est dans une famille de bourgeoises, presque aristocrates, de gens très beaux qui réussissent. Elle a un père qui est brillant, qui est commissaire-priseur, qui veut rentrer à l'Académie française. Et le roman s'ouvre en Corse, l'été de ses 12 ans et demi, avec une sœur sublime, un frère qui réussit. Enfin, elle se sent complètement à la marge, en même temps sauvée, mais en même temps à la marge de ce milieu. Elle ne se reconnaît pas dans tout cet univers qui l'entoure. Et même si elle est entourée de gens prestigieux qu'on trouve dans le livre, tels des fantômes, ça va, de Paul Morand à Michel Maure, en passant par Félicien Marceau, tous ces gens qui gravitent autour de ce père, qui, désirant rentrer à l'Académie française,
fait de ce lieu de la Corse un peu une plateforme de mondanité. Elle est seule, son frère et sa sœur ont des copains, elle est très solitaire. De toute façon, pendant 3 ans, elle n'a pas pu se faire d'amis, elle a été déscolarisée. Et un soir, dans cette bergerie magnifique, cet endroit sublime au bord de l'eau, arrive en bateau la chanteuse Dalida, que son père connaît sûrement, enfin en tout cas c'est ce qu'elle comprend. Et ce monstre sacré, parce que pour elle ça l'amuse plus que pour le Morand, c'est évident que pour une adolescente de 12 ans et demi, à l'époque, voir arriver Dalida, c'était énorme, au bras d'un très très bel homme. Elle va se retrouver à côté de cet homme, le soir à dîner, tout le monde dîne là, tout le monde est très élégant, et on la met à côté de cet homme, et peut-être que pour la première fois, elle a l'impression d'être, non pas regardée, mais d'être vue. Il lui dit qu'il s'appelle Pierre, qu'il est sociétaire à la Comédie Française, et qu'il joue une semaine plus tard l'Aiglon au Festival d'Ajaccio. Et quand elle rentre dans sa chambre, un coup de foudre lui est tombé sur la tête, et elle comprend très vite qu'elle va s'accrocher à ce coup de foudre comme un noyé s'accroche à une bouée pour remonter à la surface. Et elle ne pense évidemment même pas à l'écart d'âge, c'est-à-dire qu'elle a trouvé sans doute une façon de s'extraire de ce carcan qui l'habite encore, même si il n'est plus là au propre, mais au figuré. Donc elle fait des pieds et des mains, elle arrive 8 jours plus tard en tannant sa mère qui tout d'un coup trouve que sa fille... Mais elle ne trouve pas qu'elle a une passion pour la littérature, puisque pendant ces 3 ans d'hôpital, elle a lu, puisqu'il n'y a pas d'ordinateur, il n'y a pas de télé dans les chambres. En effet, on est toujours à la fin des années 60, donc il y a la lecture, et son père, qui a du mal un peu à communiquer avec cet enfant malade, lui amène des livres le dimanche, revient le dimanche d'après, il parle des livres. Donc elle s'accroche, et elle découvre Racine, et elle découvre Molière, et elle découvre Rousseau, Balzac, Zola, et elle rentre de plein pied dans cet univers littéraire qui va la fabriquer, qui va être un peu son tuteur. Et donc sa mère lui dit écoute, si tu veux aller voir l'Aiglon, tu vas voir l'Aiglon. Donc une semaine après, elle prend le petit train de ceinture qui traverse la Corse, elle met 4 heures, avec la gardienne qui l'accompagne comme chaperon, parce que 12 ans et demi toute seule à Ajaccio, c'est difficile. Et le soir, elle voit Pierre jouer, et là, la révélation se confirme. Après, elle va dans la loge, et alors qu'elle a pensé à lui absolument toute la semaine, et qu'elle a commencé à chercher des choses sur lui, qu'elle a été à la librairie du village, qu'elle commence à essayer de trouver un peu plus sur cet homme, mais elle n'en sait pas plus, lui la voit après le spectacle, il ne la reconnaît pas tout de suite. Donc elle comprend très bien que ça va être plus compliqué qu'elle ne le pense. Il y a encore du chemin à parcourir, voilà. Complètement.